La nounou a été accusée de maltraiter l'enfant, et le millionnaire a vu le pendentif à son cou. C'était le même qu'il avait donné à sa fille avant qu'elle ne disparaisse avec sa mère il y a 18 ans. L'aube se levait doucement sur Lyon, et les premiers rayons du soleil caressaient les hautes fenêtres de la mansion Noël. Juliette Perrault ajustait délicatement les rideaux de soie ivoire du grand salon, ses gestes précis trahissant les 18 mois qu'elle avait passés dans cette demeure. À 18 ans, elle possédait cette grâce naturelle qui semblait déplacée chez une simple gouvernante, comme si l'élégance coulait dans ses veines malgré son origine modeste. Ses yeux verts scrutaient chaque détail de la pièce avec une attention particulière. Parfois, une sensation étrange l'envahissait dans cette maison, une familiarité troublante qu'elle ne parvenait pas à s'expliquer. Elle connaissait instinctivement où se trouvait chaque interrupteur, anticipait le grincement de certaines marches, devinait les habitudes de la maisonnée avant même qu'on les lui enseigne. Juliette, la voix cristalline de Lison, résonna dans le couloir. La fillette de 6 ans dévalait l'escalier de marbre. Ses boucles châtaines rebondissant à chaque pas, elle se jeta dans les bras de la jeune gouvernante, avec cette spontanéité que seuls possèdent les enfants qui se sentent vraiment aimés. « Ma petite princesse », murmura Juliette en français, la serrant contre elle. « Tu es déjà réveillée, il est encore très tôt. » « J'ai fait un rêve bizarre », chuchota Lison, ses grands yeux bruns scrutant le visage de Juliette. Il y avait une dame qui chantait une chanson sur une poupée en robe bleue. « Tu la connais, cette chanson ?» Un frisson parcourut l'échine de Juliette. Cette mélodie, elle l'avait fredonnée hier soir sans même s'en rendre compte, comme si elle surgissait des tréfonds de sa mémoire. Mais d'où pouvait-elle bien venir? Non, ma chérie, ce devait être ton imagination qui inventait de jolies histoires. Lison fronça les sourcils, peu convaincue, mais n'insista pas. Elle remarqua le pendentif qui brillait au cou de Juliette, ce petit cœur doré qu'elle portait toujours. Il est beau. Ton collier? Papa pourrait m'en acheter un pareil. Juliette porta instinctivement la main à son cou. Ce pendentif était son seul lien avec un passé qu'elle ne connaîtrait jamais. Selon les Perrault, cette famille d'ouvriers de Lille qui l'avait élevé, il appartenait à sa mère biologique décédée. C'est un cadeau très spécial, ma puce. Il n'y en a qu'un seul au monde. Dans son bureau au lambris d'acajou, Sylvain Noël contemplait une photographie jaunie. Maëlle, sa petite fille, souriait à l'objectif le jour de ses 5 ans. Ses boucles châtaines encadraient un visage espiègle, et autour de son cou brillait un pendentif en forme de cœur. Cadeau qu'il lui avait offert pour cet anniversaire qu'ils n'avaient finalement jamais pu célébrer ensemble. 13 ans, 13 années à retourner chaque pierre, à suivre chaque piste, à espérer chaque appel de Bruno Langlois, son détective privé, 13 années à transformer sa douleur en obsession, sa maison en mausolée, sa vie en quête désespérée. Le bruit léger de pas dans le couloir interrompit ses sombres pensées. Geneviève Pasquier frappa discrètement avant d'entrer, portant le plateau du petit déjeuner. « Monsieur Sylvain, vous devriez manger quelque chose. » Geneviève dirigeait la maisonnée depuis 10 ans avec une efficacité remarquable. Femme de 50 ans aux cheveux gris tirés en chignon strict, elle incarnait la domestique parfaite, attentive, discrète, irréprochable. Pourtant, parfois, Sylvain surprenait dans son regard une lueur qu'il n'arrivait pas à identifier, comme une rage froide soigneusement dissimulée. « Merci, Geneviève. Comment va Lison ce matin ?»« Très bien, monsieur. Mademoiselle Juliette s'en occupe parfaitement. » Une pause imperceptible. Cette jeune fille a vraiment trouvé sa place ici, c'est remarquable. Il y avait quelque chose d'étrange dans ce commentaire, mais Sylvain était trop épuisé pour creuser. Les nuits blanches s'accumulaient depuis la mort de Nathalie, sa seconde épouse, emportée par un cancer foudroyant 2 ans plus tôt. Lison était tout ce qui lui restait d'elle, et perdre cet enfant aussi serait sa destruction définitive. Geneviève redescendit vers les cuisines, son masque d'efficacité se fissurant légèrement une fois seule. Elle observa Juliette qui préparait le petit déjeuner de Lison avec des gestes d'une tendresse maternelle troublante. Cette fille, cette maudite fille qui avait tout bouleversé en mettant les pieds dans cette maison. Depuis le premier jour, Geneviève avait reconnu ce visage, ces traits délicats qui avaient hanté ses cauchemars pendant 13 ans. Ses yeux verts si caractéristiques de la lignée Noël, cette gestuelle noble qui ne trompait pas. Maëlle Noël était de retour, mais sous l'identité de Juliette Perrault, une orpheline de Lille au papier parfaitement en règle. Geneviève savait, et elle attendait,
attendait le moment parfait pour révéler cette vérité d'une manière qui détruirait définitivement Sylvain Noël, car cette famille lui avait pris ce qui lui revenait de droit, la reconnaissance, l'héritage, l'amour paternel qu'elle n'avait jamais eu. Fille illégitime du patriarche Noël, elle avait découvert sa véritable filiation après la mort de son père, mais trop tard pour être reconnue. Geneviève, la voix de Juliette l'a sortie de ses pensées vengeresses. Lison aimerait prendre son petit déjeuner dans le jardin aujourd'hui. Cela vous dérange-t-il si nous déplaçons la petite table dehors? Bien sûr, mademoiselle Juliette. Je vais m'en occuper immédiatement. Geneviève sourit, mais ses yeux restaient froids comme l'acier. Bientôt, très bientôt, elle mettrait son plan à exécution. Et cette fois, la famille Noël ne s'en remettrait pas. Dans le jardin, Lison courait entre les rosiers en riant, ses petits pieds nus foulant l'herbe encore humide de rosée. Juliette la regardait avec une émotion qu'elle ne comprenait pas elle-même, un mélange de tendresse protectrice et de nostalgie inexplicable. « Ju, regarde, j'ai trouvé une coccinelle. » Cette façon qu'avait Lison de raccourcir son prénom la touchait profondément. Personne ne l'avait jamais appelée ainsi, et pourtant ce diminutif lui semblait naturel, familier, comme un écho lointain d'une époque oubliée. « Elle est magnifique, ma chérie, mais attention à ne pas lui faire mal. » Lison déposa délicatement l'insecte sur une rose rouge et revint vers Juliette en sautillant. Soudain, elle s'arrêta net, fixant le pendentif qui oscillait au rythme des mouvements de la jeune femme. « Ju, ce collier, il me dit quelque chose, comme si je l'avais déjà vu dans un rêve très ancien. » Le cœur de Juliette s'emballa. Ces paroles innocentes ravivaient en elle ces sensations troublantes qu'elle ressentait parfois dans cette maison. Cette impression d'avoir déjà vécu ces moments, d'avoir déjà marché dans ces couloirs, d'avoir déjà entendu ces voix. Mais c'était impossible. Elle était Juliette Perrault, orpheline de Lille, élevée par les Perrault après la mort tragique de ses parents biologiques. Elle avait ses papiers, ses souvenirs d'enfance, sa vie documentée. Alors pourquoi cette maison lui semblait-elle si familière? Pourquoi connaissait-elle instinctivement les habitudes de Sylvain Noël? Et pourquoi Lison la regardait-elle parfois, comme si elle retrouvait quelqu'un qu'elle avait perdu? Depuis sa fenêtre, Sylvain observait la scène dans le jardin. Son cœur se serra en voyant Lison si épanouie avec Juliette. Cette jeune gouvernante avait réussi là où tant d'autres avaient échoué, redonner le sourire à sa fille après la mort de Nathalie. Mais quelque chose le troublait dans cette image trop parfaite, la façon dont Juliette bougeait dans l'espace, cette grâce naturelle, cette gestuelle élégante qui ne collait pas avec son origine sociale supposée, et surtout, ce pendentif qu'il avait entreaperçu à son cou lors de son entretien d'embauche. Non, il devenait fou. 13 ans de recherches infructueuses étaient en train de lui faire perdre la raison. Maëlle était morte ou vivait quelque part sous une autre identité, inaccessible à jamais. Il devait arrêter de voir sa fille disparue dans chaque jeune femme brune aux yeux verts. Pourtant, une petite voix au fond de lui chuchotait que le destin venait peut-être de frapper à sa porte, sous les traits d'une gouvernante au sourire angélique et au pendentif doré qui brillait comme une promesse dans la lumière matinale de Lyon. 3 semaines s'étaient écoulées depuis ce matin dans le jardin, et l'automne lyonnais déployait ses couleurs dorées sur la propriété Noël. Juliette avait trouvé son rythme dans cette maison, aux 1000 secrets, partageant ses journées entre les soins à Lison et les tâches ménagères qu'elle accomplissait avec une minutie remarquable ce matin-là, comme chaque jour. Elle frappa doucement à la porte de la chambre de Lison pour la réveiller. Un silence inhabituel l'accueillit. D'ordinaire, la fillette babillait déjà dans son lit, inventant des histoires à ses poupées ou fredonnant des mélodies de son invention. « Lison, ma chérie, il est l'heure de se lever. » Elle poussa délicatement la porte et découvrit l'enfant recroquevillé dans un coin de son lit, les genoux repliés contre sa poitrine, ses grands yeux bruns, habituellement pétillants de malice, étaient rouges de larmes. « Ma puce, qu'est-ce qui se passe ?» Juliette s'approcha avec précaution, alarmée par cette posture inhabituelle. Lison leva vers elle un regard apeuré et tendit son bras gauche. Un hématome violacé marquait sa peau tendre, juste au-dessus du poignet. La forme était étrange, comme l'empreinte de doigts ayant serré trop fort. « Ça fait mal, Ju. Je ne sais pas comment c'est arrivé. » Le sang de Juliette se glaça. Comment cette marque avait-elle pu apparaître? Lison était sous sa surveillance constante. Et hier soir encore, tout allait parfaitement bien quand elle l'avait couché.
Raconte-moi tout, ma chérie. Tu te souviens de ce qui s'est passé? Lison secoua la tête, ses boucles châtaines dansant autour de son visage pâle. J'ai eu des cauchemars cette nuit. Quelqu'un criait très fort, et il y avait de la musique triste. Quand je me suis réveillée, j'avais mal au bras. Juliette examina délicatement l'hématome. La forme était nette, précise, comme si quelqu'un avait agrippé l'enfant avec violence. Mais c'était impossible. Personne d'autre qu'elle ne s'occupait de Lison le soir, et la chambre était située au 2e étage, inaccessible de l'extérieur. Nous allons montrer ça au docteur Raymond. D'accord. En attendant, habille-toi doucement. Je vais préparer ton petit déjeuner. Dans le couloir, Juliette croisa Geneviève qui descendait de l'étage supérieur, un panier de linge propre dans les bras. L'expression de la gouvernante en chef changea imperceptiblement quand elle remarqua l'inquiétude sur le visage de Juliette. « Un problème, mademoiselle. Lison a un hématome au bras. Je ne comprends pas comment c'est arrivé. » Geneviève fronça les sourcils, adoptant parfaitement l'attitude de la domestique consciencieuse. « Vraiment, c'est très préoccupant. Les enfants peuvent être si maladroits parfois. Mais un hématome de cette importance... » Elle marqua une pause calculée. « Vous étiez avec elle hier soir, n'est-ce pas ?» Cette question, posée sur un ton innocent, contenait pourtant une pointe d'accusation à peine voilée. Juliette sentit un malaise l'envahir. Bien sûr, comme chaque soir, je l'ai couchée vers 20h, et elle allait parfaitement bien. Étrange, murmura Geneviève. Plus pour elle-même que pour Juliette, il faudra vraiment faire examiner cette petite par le docteur Raymond. Dr Raymond Pasquier arriva dans l'heure qui suivit, frère cadet de Geneviève. Il était le pédiatre de la famille depuis plusieurs années, homme dans la cinquantaine, aux manières douces et rassurantes. Il inspirait généralement confiance, mais aujourd'hui, son examen de Lison revêtait une gravité particulière. Sylvain avait insisté pour être présent lors de la consultation. Il observait sa fille avec une inquiétude palpable, ses mains tremblant légèrement quand Raymond examina l'hématome. « La marque est très nette », déclara le médecin après un examen minutieux. « La forme suggère effectivement une pression exercée par des doigts adultes. C'est préoccupant. Que voulez-vous dire, docteur ?» La voix de Sylvain était tendue. Raymond échangea un regard avec Geneviève avant de répondre. « Monsieur Noël, je dois vous poser une question difficile. Lison a-t-elle montré des changements de comportement récemment? Régression, cauchemar, peur de certaines personnes ?» Sylvain réfléchit intensément. Maintenant qu'il y pensait, Lison était effectivement plus silencieuse ces derniers temps, moins spontanée, plus craintive le soir venu. Elle a fait quelques cauchemars, oui, et elle semble parfois distante. Ces signes, combinés à cet hématome, pourraient indiquer un stress émotionnel important. Peut-être même, Raymond hésita avant de continuer. Un possible abus émotionnel. Le silence qui suivit fut assourdissant. Sylvain sentit le sol se dérober sous ses pieds. Perdre Maëlle l'avait détruit. L'idée que Lison puisse souffrir le même sort était intolérable. Qui pourrait faire une chose pareille? Sa voix était à peine audible. Geneviève, qui était restée silencieuse jusque-là, s'éclaircit discrètement la gorge. « Monsieur Sylvain, je me dois de vous signaler quelque chose qui m'inquiète depuis quelques jours. » Tous les regards se tournèrent vers elle. Son expression était celle de la loyauté en conflit avec le devoir. « Mademoiselle Juliette, j'ai remarqué qu'elle était parfois impatiente avec Lison, des gestes un peu brusques, des paroles sèches quand elle pense que personne ne regarde. » Juliette, qui était restée en retrait près de la porte, sentit son sang se glacer. « C'est faux. Je n'ai jamais levé la main sur Lison. »« Je ne dis pas que vous l'avez frappée, mademoiselle, » répliqua Geneviève avec un calme calculé. « Mais parfois, la frustration peut nous faire perdre notre self-control. Surtout avec quelqu'un d'aussi jeune et vulnérable. » Raymond observait cette interaction avec attention. En tant que professionnel, il avait malheureusement déjà été confronté à des situations similaires. « Monsieur Noël, je recommande fortement une surveillance accrue, et peut-être une enquête discrète pour s'assurer de la sécurité de Lison. » Sylvain regardait Juliette avec un mélange de confusion et de douleur. Cette jeune femme qui avait redonné le sourire à sa fille, qui semblait l'aimer sincèrement, pourrait-elle vraiment être capable de lui faire du mal? « Juliette, » dit-il finalement, sa voix tremblante, « vous comprenez que je dois protéger ma fille avant tout. Monsieur Noël, je vous jure sur la mémoire de mes parents que je n'ai jamais fait de mal à Lison. Je l'aime comme si c'était ma propre sœur. » Cette déclaration, prononcée avec une sincérité déchirante,
sembla toucher Sylvain, mais le doute était planté, et Geneviève le savait. Bien sûr, nous devons tous espérer qu'il s'agit d'un malentendu, ajouta-t-elle avec une fausse bienveillance. Mais la sécurité de Lison doit primer sur tout le reste, plus tard dans l'après-midi. Alors que Juliette préparait le goûter de Lison avec des gestes mécaniques, son esprit était en ébullition. Ses accusations étaient absurdes, mais elles créaient une atmosphère de suspicion qui empoisonnait déjà ses relations avec la famille. Lison entra dans la cuisine en traînant les pieds, son bras bandé pendant le long de son corps. « Jus, pourquoi tout le monde est bizarre aujourd'hui? Papa me regarde comme si j'étais cassée, et Geneviève n'arrête pas de poser des questions bizarres. » Juliette s'agenouilla à la hauteur de l'enfant, luttant contre les larmes qui menaçaient de couler. « Ma chérie, il se passe des choses compliquées que les adultes doivent régler. Mais je veux que tu saches une chose. Je t'aime plus que tout au monde, et je ne te ferai jamais de mal. Jamais. » Lison hocha la tête avec cette confiance absolue que seuls possédaient les enfants. « Je sais, Jus, tu es la personne la plus gentille que je connaisse, même plus gentille que maman l'était. » Ces mots touchèrent Juliette en plein cœur. Comment quelqu'un pouvait-il croire qu'elle ferait du mal à cet ange? Depuis sa fenêtre, Geneviève observait la scène dans la cuisine. Son plan fonctionnait parfaitement. Les graines du doute étaient semées, et bientôt, elles germeraient en accusations plus graves. Il fallait maintenant préparer la prochaine étape. Les preuves qui rendraient la culpabilité de Juliette indiscutable. Elle caressa machinalement la photo qu'elle gardait toujours dans sa poche. Celle du patriarche Noël, son père qui ne l'avait jamais reconnu. Bientôt, cette famille paierait pour 13 ans d'humiliation et de rejet, et la douce Juliette Perrault serait l'instrument parfait de leur destruction. Le soir tombait sur Lyon, et avec lui, l'innocence d'une jeune gouvernante qui ne savait pas encore qu'elle venait de vivre son dernier jour de paix dans la maison Noël. 2 jours après la découverte du premier hématome, l'atmosphère dans la mansion Noël s'était considérablement tendue. Sylvain multipliait les passages dans les couloirs. Observant discrètement les interactions entre Juliette et Lison, la jeune gouvernante sentait ce regard scrutateur sur elle en permanence. Cette surveillance qui transformait chaque geste en potentielle preuve à charge. Ce matin-là, Juliette découvrit Lison dans un état encore plus préoccupant. L'enfant refusait de sortir de son lit, tremblant sous ses draps comme si elle avait peur de quelque chose d'invisible. « Ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai encore fait des cauchemars, Jus. » Quelqu'un criait très fort, et il y avait de la musique qui faisait peur. Et puis, elle hésita, ses grands yeux bruns fixant un point au-dessus de l'épaule de Juliette. Il y avait une dame méchante qui disait que tu allais partir et ne jamais revenir. Un frisson parcourut l'échine de Juliette. Ses cauchemars devenaient de plus en plus précis, presque prophétiques, qui pouvaient bien influencer l'esprit de cet enfant de façon si perverse. « Regarde-moi, Lison. Je ne partirai jamais. Tu m'entends? Jamais. » Mais en prononçant ces mots, Juliette avait l'impression de mentir. Une intuition terrible lui soufflait que des forces obscures s'activaient autour d'elle, tissant un piège dont elle ne percevait pas encore toute l'ampleur. Geneviève frappa à la porte au moment précis où Juliette aidait Lison à s'habiller. Son timing était parfait, comme toujours. « Mademoiselle Juliette, Monsieur Sylvain souhaiterait vous voir dans son bureau, immédiatement. » Le ton était neutre, mais quelque chose dans le regard de Geneviève fit comprendre à Juliette que l'heure de vérité approchait. Elle caressa une dernière fois les cheveux de Lison et descendit vers le bureau. Le cœur battant, Sylvain l'attendait debout derrière son imposant bureau d'acajou, une femme élégante d'une 40aine d'années à ses côtés. L'inconnu portait un tailleur strict et tenait une mallette professionnelle. Son expression était celle de quelqu'un habitué à gérer des situations délicates. « Juliette, je vous présente Émilie Noël, assistante sociale spécialisée dans la protection de l'enfance. Aucun lien de famille, précisa-t-il rapidement. Elle est ici pour s'assurer du bien-être de Lison. » Émilie Noël tendit une main ferme à Juliette, ses yeux perçants jaugeant chaque réaction. « Mademoiselle Perrault, j'aimerais m'entretenir avec vous concernant votre relation avec Lison Noël. Certains éléments m'ont été rapportés qui nécessitent des éclaircissements. » « Quels éléments ?» Juliette tentait de maîtriser le tremblement dans sa voix. Émilie ouvrit sa mallette et en sortit plusieurs documents, qu'elle étala méthodiquement sur le bureau. Premièrement, les hématomes constatés par le DEA Raymond. Deuxièmement, le témoignage de Madame Pasquier concernant votre comportement parfois inapproprié envers l'enfant. Geneviève ment, je n'ai jamais... Laissez-moi finir, mademoiselle Perrault. Le ton d'Émilie était professionnel mais inflexible. Troisièmement,
Nous avons découvert ceci dans votre chambre. » Elle sortit un petit dictaphone et appuya sur le bouton de lecture. La voix de Juliette en sortit, déformée mais reconnaissable. « Tu vas faire exactement ce que je te dis. Sinon tu le regretteras. Stop de pleurer. Je n'ai pas de temps à perdre avec tes caprices. » Juliette sentit le sol se dérober sous ses pieds. Cette voix était la sienne, mais ces mots, jamais elle n'avait prononcé de telles horreurs. C'est impossible. Je n'ai jamais dit ça. Cet enregistrement est truqué. Sylvain, qui était resté silencieux jusque-là, prit la parole d'une voix brisée. « Juliette, il y a aussi autre chose. » Il ouvrit un tiroir et en sortit plusieurs jouets de Lison, une poupée aux bras arrachés, un livre d'images déchiré, un puzzle aux pièces cassées. Geneviève a trouvé ces objets cachés dans votre armoire. Lison cherchait sa poupée préférée depuis des jours. Monsieur Noël, je vous jure que je n'ai jamais vu ces objets. Quelqu'un les a mis là. Quelqu'un essaie de me faire accuser. Émilie Noël prenait des notes rapidement, son stylo crissant sur le papier dans le silence pesant du bureau. Mademoiselle Perrault, ces éléments constituent un faisceau de présomptions très inquiétant. La destruction d'objets appartenant à l'enfant, combinée aux enregistrements et aux témoignages, suggère un pattern de violence psychologique. Mais enfin, regardez Lison, regardez comme elle est heureuse avec moi. Comment pouvez-vous croire que je lui ferai du mal ? Justement, intervint Émilie. L'attachement de l'enfant à son agresseur est un phénomène malheureusement très courant. Les victimes développent souvent une dépendance émotionnelle envers la personne qui leur fait du mal. Juliette se tourna vers Sylvain, implorant du regard. « Monsieur Noël, vous me connaissez ? Vous avez vu comme je m'occupe de Lison. Comment pouvez-vous croire que… » « Je ne sais plus quoi croire, » murmura Sylvain, ses yeux évitant de croiser ceux de Juliette. « Tout ce que je sais, c'est que ma fille souffre, et que depuis votre arrivée, elle fait des cauchemars et présente des signes de stress. » C'était exactement ce que Geneviève avait prévu. Sylvain était un homme brisé par la disparition de Maëlle, terrifié à l'idée de perdre Lison aussi. Dans son état de vulnérabilité, il était prêt à croire n'importe quoi pour protéger sa fille. « Mademoiselle Perrault, » déclara Émilie en rangeant ses documents, « je dois vous informer que vous êtes désormais interdite de contact non supervisé avec Lison Noël. Une enquête approfondie va être menée, et en attendant ses conclusions, vous resterez dans cette maison mais sous surveillance constante. Mais c'est injuste. Je suis innocente. Si c'est le cas, l'enquête le prouvera. En attendant, la sécurité de l'enfant prime sur tout le reste. » Sylvain s'approcha de Juliette, et pour la première fois depuis le début de cette horrible scène, elle vit une lueur de doute dans ses yeux. Il fixait intensément quelque chose à son cou. « Ce pendentif, » murmura-t-il, si bas que seule Juliette l'entendit. « Où l'avez-vous eu ? C'est tout ce qui me reste de ma mère biologique. Pourquoi ?» Sylvain sembla sur le point de dire quelque chose, mais Émilie Noël interrompit ce moment de suspension. « Monsieur Noël, pourrions-nous examiner les documents d'identité de Mademoiselle Perrault ? Dans ce type d'affaires, il est important de vérifier tous les antécédents. » Juliette tendit son passeport et sa carte d'identité, espérant que la véracité de ses papiers jouerait en sa faveur. Émilie examina attentivement les documents, fronçant légèrement les sourcils. « Ces papiers semblent en règle. Née à Lille en 2005, parents décédés dans un accident de voiture quand elle avait 6 ans, élevée par la famille Perrault, mais quelque chose dans l'expression d'Émilie inquiétait Juliette. L'assistante sociale semblait reconnaître quelque chose dans ces documents, un détail qui déclenchait son instinct professionnel. « Je vais faire procéder à des vérifications approfondies. Parfois, dans des affaires de maltraitance, nous découvrons des falsifications d'identité. » Falsification. Juliette sentit la panique l'envahir. « Mes papiers sont parfaitement légaux. » Geneviève, qui était restée discrètement près de la porte, esquissa un sourire imperceptible. Tout se déroulait exactement comme prévu. Dans quelques heures, l'enquête révélerait que l'identité de Juliette Perrault était effectivement fausse. Et alors, les derniers doutes de Sylvain s'effaceraient définitivement. Mais pour l'instant, un dernier élément restait à mettre en place. Le plus important, celui qui transformerait les soupçons en certitude absolue, alors que Juliette remontait vers sa chambre sous escorte, Lison apparut en haut de l'escalier. En voyant l'expression désespérée de sa gouvernante bien-aimée, l'enfant se précipita vers elle. « Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu pleures ?
Lison, non. Émilie intervint immédiatement. Tu ne dois plus t'approcher de cette dame pour l'instant. Mais pourquoi? C'est Jus. Elle ne ferait jamais de mal à personne. Sylvain prit sa fille dans ses bras, le cœur déchiré de voir cette scène. Ma chérie, il y a des choses que les adultes doivent régler. Va dans ta chambre. Je te rejoins dans un instant. Mais Lison résistait, tendant les bras vers Juliette avec une détresse déchirante. Jus, ne pars pas, ne me laisse pas. C'est à ce moment précis que Sylvain remarqua quelque chose qui le glaça jusqu'aux os, en se débattant. Lison avait fait tomber le pendentif de Juliette. Le petit cœur doré roula sur le marbre et s'immobilisa à ses pieds. Il le ramassa avec des mains tremblantes. Ce pendentif, il le connaissait mieux que personne. Il l'avait fait graver lui-même chez le joaillier de la rue de la République. Pour ma petite étoile, papa qui t'aime, 2016. L'inscription était toujours là, parfaitement lisible. Son regard passa du pendentif au visage de Juliette. Et soudain, 13 années de recherche désespérée culminèrent en une révélation qui lui coupa le souffle. Ses yeux verts, cette gestuelle noble, cette façon qu'avait Lison de s'attacher à elle instantanément. « Mon Dieu !» chuchota-t-il. « Maëlle !» Le nom Maëlle résonna dans le hall de marbre comme un écho du passé. Juliette sentit ses jambes se dérober sous elle, une sensation vertigineuse l'envahissant comme si le sol venait de disparaître. Ce prénom, pourquoi provoquait-il en elle un tel bouleversement? Je ne comprends pas, balbutia-t-elle, sa voix à peine audible. Sylvain tenait toujours le pendentif, ses mains tremblant violemment. L'inscription gravée semblait brûler ses paumes. Pour ma petite étoile, papa qui t'aime, 2016. Il l'avait fait réaliser spécialement pour le 5e anniversaire de Maëlle. Juste avant qu'elle ne disparaisse, Émilie Noël observait cette scène avec l'œil exercé d'une professionnelle habituée aux révélations dramatiques, mais même elle semblait déstabilisée par l'intensité émotionnelle du moment. « Monsieur Noël, qui est Maëlle? Ma fille, ma première fille, disparue il y a 13 ans. » Sa voix se brisa. Elle portait ce pendentif le jour où elle a été enlevée. Geneviève, qui assistait à la scène depuis le seuil du salon, sentit sa stratégie s'effondrer. Elle n'avait pas prévu que Sylvain reconnaîtrait le bijou si rapidement. Son plan minutieusement orchestré prenait une tournure qu'elle ne contrôlait plus. « C'est impossible », murmura Juliette, portant instinctivement la main à son cou nu. « Ce pendentif appartenait à ma mère biologique. Les Perrault me l'ont dit. Les Perrault vous ont menti », déclara Sylvain avec une conviction qui surprit tout le monde. Ou alors, il ne connaissait pas la vérité, Bruno Langlois. Le détective privé de Sylvain arriva à ce moment précis. Il avait été convoqué d'urgence après la découverte des preuves contre Juliette, mais la scène qu'il découvrit dépassait tout ce qu'il avait imaginé. « Monsieur Noël, que se passe-t-il » ? « Bruno, regardez cette jeune femme. Regardez-la vraiment. » Le détective s'approcha. Scrutant le visage de Juliette avec l'attention d'un professionnel habitué à observer les détails, ses yeux s'écarquillèrent progressivement. Mon Dieu, les traits du visage, la couleur des yeux, cette gestuelle, mais c'est impossible. Nous avons vérifié tous les orphelinats, toutes les familles d'accueil. Apparemment, nous n'avons pas cherché au bon endroit, répliqua Sylvain, sa voix mêlant espoir et amertume. Émilie Noël, comprenant que l'affaire prenait une dimension qui dépassait largement ses compétences initiales, prit une décision. Je suspends temporairement l'enquête concernant les allégations de maltraitance. Cette situation nécessite des investigations plus approfondies sur l'identité de Mlle Perrault. Dans l'après-midi, Juliette se retrouva dans un état de confusion totale, assignée à résidence dans sa chambre. Elle tentait de faire le tri dans ses souvenirs d'enfance. Mais plus elle y réfléchissait, plus des incohérences apparaissaient. Pourquoi ne possédait-elle aucune photo d'elle avant l'âge de 6 ans? Pourquoi les Perrault devenaient-ils évasifs quand elle posait des questions sur ses parents biologiques? Et surtout, pourquoi se sentait-elle si chez elle dans cette maison qu'elle était censée découvrir pour la première fois? Un coup discret à sa porte interrompit ses réflexions. Sylvain entra, tenant à la main une photographie jaunie. « J'aimerais vous montrer quelque chose. » Il lui tendit le cliché avec précaution. Juliette y découvrit une petite fille aux boucles châtaines, aux grands yeux verts pétillants, portant une robe bleue et tenant une poupée dans ses bras. L'enfant souriait à l'objectif avec cette spontanéité propre aux tout petits.
C'est Maëlle à 5 ans, quelques jours avant sa disparition. Juliette fixa la photographie et quelque chose d'extraordinaire se produisit. Des images floues commencèrent à défiler dans son esprit. Une chambre aux murs roses, un mobile musical au-dessus d'un lit, une voix masculine qui chantait une berceuse. Cette poupée, chuchota-t-elle, pointant l'objet dans les bras de l'enfant sur la photo. Elle avait une robe bleue et des cheveux blonds. Elle s'appelait Célestine. Sylvain manqua s'évanouir. Personne, absolument personne en dehors de lui et de Maëlle, ne connaissait le nom de cette poupée. Comment pouvez-vous savoir ça? Juliette secoua la tête, désorientée par ces images qui surgissaient sans crier gare. Je ne sais pas. C'est comme si ces souvenirs appartenaient à quelqu'un d'autre. Mais en même temps, il me semble familier. Dedans, Daniel Moreau, psychiatre spécialisé dans les traumatismes infantiles, fut appelé en urgence. Elle examina Juliette avec attention, posant des questions précises sur ses souvenirs d'enfance. « Décrivez-moi vos premiers souvenirs conscients. Je me souviens de la maison des Perrault à Lille. Mais maintenant que j'y pense, c'est étrange. Mes souvenirs commencent vraiment vers l'âge de 7 ans. Avant, c'est très flou. Et physiquement, avez-vous des cicatrices, des marques particulières ?» Juliette hésita, puis retroussa sa manche gauche, révélant une fine cicatrice sur son avant-bras. « Les Perrault m'ont dit que c'était un accident de vélo quand j'étais petite. » Dehors Moreau examina la marque avec attention. Cette cicatrice est très ancienne, effectivement, mais sa forme et sa position suggèrent plutôt une intervention chirurgicale qu'un accident, probablement réalisé quand vous étiez très jeune. Sylvain s'approcha, scrutant la cicatrice. Maëlle s'était cassé le bras en tombant de la balançoire peu avant sa disparition. Elle avait été opérée pour remettre l'os en place. Le silence qui suivit fut chargé d'émotions. Chaque élément semblait confirmer l'incroyable hypothèse, mais l'esprit rationnel refusait d'accepter cette réalité. Pendant ce temps, Lison était inconsolable. Privée de sa Jus bien-aimée, elle errait dans la maison comme une âme en peine. Geneviève tentait de la distraire, mais l'enfant la repoussait systématiquement. « Je veux Jus, elle n'a rien fait de mal. Pourquoi vous lui faites du mal, ma chérie? Les adultes doivent vérifier certaines choses. C'est pour ton bien. » Mais Lison ne se laissait pas convaincre. Elle se glissa discrètement vers la chambre de Juliette et colla son oreille à la porte, écoutant les voix étouffées de l'intérieur, quand elle entendit prononcer le nom « Maëlle ». Quelque chose d'étrange se produisit dans son petit esprit. Ce prénom lui évoquait quelque chose, comme un écho lointain d'une mélodie oubliée. Elle descendit en courant vers le salon et fouilla dans les albums photos que son père gardait sur l'étagère basse. Ses petits doigts trouvèrent rapidement ce qu'elle cherchait, une photo de famille prise quelques mois avant sa naissance. Montrant ses parents avec une petite fille brune, Lison fixa intensément le visage de cette demi-sœur qu'elle n'avait jamais connue, et soudain, une révélation fulgurante l'illumina. « C'est Jus !» s'écria-t-elle, courant vers l'escalier. « Papa, papa, Jus, c'est Maëlle !» Sa voix enfantine résonna dans toute la maison, brisant le silence pesant qui s'était installé depuis la découverte du pendentif. Bruno Langlois, qui venait d'arriver avec ses premiers éléments d'enquête, croisa Lison dans l'escalier. « Qu'est-ce que tu dis, ma puce ? » ?»« Jus, c'est ma grande sœur, je le sais, je le sens dans mon cœur. » Bruno échangea un regard avec Sylvain. L'intuition des enfants était parfois plus juste que toutes les enquêtes du monde. « Monsieur Noël, j'ai du nouveau concernant l'identité de Juliette Perrault. Ces papiers sont effectivement authentiques, mais ils cachent quelque chose d'énorme. » Il sortit plusieurs documents de sa mallette. La famille Perrault existe vraiment, mais ils ont menti sur les circonstances de l'adoption de Juliette. Selon mes sources, ils l'ont récupérée par l'intermédiaire d'un réseau clandestin, un réseau qui faisait du trafic d'enfants en falsifiant leurs identités. Le sang de Sylvain ne fit qu'un tour. Vous voulez dire que Maëlle aurait été vendue comme une marchandise. C'est exactement ce que mes investigations suggèrent. Et si c'est le cas, cela expliquerait pourquoi nous ne l'avons jamais retrouvée dans les circuits officiels. Dehors Moreau, qui écoutait attentivement, intervint. Cela expliquerait aussi l'amnésie partielle dans ce type de trafic. Les enfants subissent souvent des traumatismes volontaires pour effacer leurs souvenirs antérieurs. Drogue, choc psychologique,
parfois même intervention chirurgicale mineure, pour modifier l'apparence. Juliette, qui avait entendu cette conversation terrifiante, sentit son monde s'écrouler définitivement. Si tout cela était vrai, alors sa vie entière n'était qu'un mensonge construit sur le crime le plus abject. Mais pourquoi? Pourquoi m'avoir fait ça? Geneviève, qui observait la scène depuis le couloir, serrait les poings. Son plan de vengeance était en train de se retourner contre elle de la pire façon possible. Au lieu de détruire la famille Noël, elle était en train de la reconstituer, mais elle n'avait pas dit son dernier mot. Si Juliette était vraiment Maëlle, alors elle devait être éliminée définitivement, car jamais, au grand jamais, elle ne permettrait à cette famille maudite de retrouver son bonheur. L'heure de la vengeance finale avait sonné. Le lendemain matin, Bruno Langlois était arrivé tôt à la mention Noël, les bras chargés de dossiers et d'un ordinateur portable. Il avait passé la nuit à éplucher des bases de données, à contacter d'anciens collègues et à remonter des pistes qui semblaient mener toutes vers la même conclusion terrifiante. « Monsieur Noël, ce que j'ai découvert dépasse tout ce que nous aurions pu imaginer. » Sylvain, qui n'avait pas fermé l'œil de la nuit, l'accueillit dans son bureau avec une impatience mêlée d'appréhension. Juliette était présente également. Autorisée à assister à cette réunion cruciale sous la surveillance d'Émilie Noël, Bruno étala plusieurs documents sur le bureau, créant une chronologie visuelle de ses découvertes. Premièrement, l'orphelinat Saint-Michel de Lille, où Juliette est censée avoir été placée après la mort de ses parents, n'existe pas. Il n'a jamais existé. Juliette sentit ses jambes se dérober. Cette information pulvérisait les derniers fragments de sa réalité. « C'est impossible, j'ai des souvenirs de cet endroit. » « Ces souvenirs ont probablement été implantés, » expliqua Bruno avec délicatesse. Les réseaux de trafic d'enfants utilisent des techniques de manipulation psychologique très sophistiquées. Il sortit un autre document. Deuxièmement, la famille Perrault. Ils existent bel et bien, mais leurs témoignages présentent d'énormes incohérences. Selon eux, ils vous ont adopté officiellement en 2011. Pourtant, aucune trace de cette adoption n'existe dans les registres légaux. Sylvain serrait les poings, la rage montant en lui à mesure que la vérité se dévoilait. « Ils ont acheté ma fille comme on achète un objet. »« Pas nécessairement, monsieur Noël. Mes recherches suggèrent que les Perrault ont pu être dupés eux aussi. Ils croyaient peut-être adopter légalement un enfant orphelin. » Bruno cliqua sur son ordinateur et fit apparaître une carte de France parsemée de points rouges. « Voici la partie la plus troublante de mes découvertes. J'ai identifié un réseau de cliniques clandestines qui opérait entre 2010 et 2012. Leur spécialité, la modification d'identité d'enfants enlevés pour les revendre à des familles désireuses d'adopter. L'écran montrait des photos de bâtiments anonymes, des rapports de police, des témoignages de victimes. L'ampleur du trafic était saisissante. Le processus était diabolique, continua Bruno. Les enfants étaient d'abord drogués pour provoquer une amnésie partielle. Ensuite, ils subissaient de légères modifications physiques, cicatrices camouflées, changement de couleur de cheveux, parfois même petites chirurgies esthétiques. Enfin, on leur implantait de faux souvenirs à travers une thérapie de conditionnement. Moreau, qui avait rejoint la réunion, hocha gravement la tête. C'est techniquement possible, l'esprit d'un enfant de 5 ou 6 ans est particulièrement malléable. Avec les bonnes techniques et les bonnes substances, on peut effectivement restructurer sa mémoire. Juliette écoutait cette explication clinique de son calvaire avec un mélange d'horreur et de soulagement. Enfin, les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Ces souvenirs flous que j'ai de ma petite enfance, ils sont réels. Probablement, l'amnésie induite n'efface jamais complètement les souvenirs profonds. Ils restent enfouis, mais ils peuvent ressurgir sous certaines conditions. Bruno fit défiler d'autres documents à l'écran. J'ai retrouvé une ancienne infirmière qui travaillait dans l'une de ces cliniques. Elle accepte de témoigner, mais elle a peur, selon elle. Le réseau était dirigé par des gens très influents, capables de faire disparaître les témoins gênants. Où est-elle maintenant ? Demanda Sylvain. Cachée dans un foyer pour femmes battues à Marseille, sous une fausse identité, elle m'a donné quelques détails sur le fonctionnement du réseau. Apparemment, il ciblait des enfants de familles aisées, plus faciles à revendre à prix fort. Émilie Noël, qui prenait des notes depuis le début de la réunion, leva la tête. « Monsieur Langlois, cette infirmière pourrait-elle identifier formellement Juliette comme ayant été victime de ce réseau ? C'est possible. Elle m'a dit se souvenir de plusieurs enfants,
dont une petite fille brune aux yeux verts qui portait un pendentif en forme de cœur. Les instructions étaient de ne jamais séparer l'enfant de ce bijou. Apparemment, certains acheteurs exigeaient que les enfants conservent un objet personnel pour faciliter leur adaptation psychologique. Sylvain ferma les yeux. Imaginant sa petite Maëlle entre les mains de ces monstres, la rage qu'il ressentait était si intense qu'elle menaçait de le consumer entièrement. « Je veux voir cette femme. Je veux entendre son témoignage de mes propres oreilles. C'est délicat, Monsieur Noël. » Elle refuse catégoriquement de quitter sa cachette. Trop de témoins de cette affaire sont morts dans des circonstances suspectes. Pendant que cette discussion cruciale se déroulait dans le bureau, Geneviève évoluait dans la maison comme un fantôme. Elle avait surpris des bribes de conversation et comprenait que son plan s'effondrait inexorablement. Non seulement Juliette n'allait pas être accusée de maltraitance, mais en plus, elle allait être reconnue comme l'héritière légitime de la fortune Noël. Cette perspective était insupportable. Geneviève avait consacré sa vie à cette vengeance, attendant patiemment le moment de détruire cette famille qu'il avait rejetée. Voir Sylvain retrouver sa fille perdue serait l'échec ultime de ses projets. Elle monta discrètement vers sa chambre et ouvrit le tiroir secret de sa commode. À l'intérieur se trouvaient plusieurs objets soigneusement conservés, des photos du patriarche Noël, des lettres d'amour qu'il avait écrites à sa mère, et surtout, le test ADN qu'elle avait fait réaliser clandestinement pour prouver sa filiation. Geneviève était bel et bien la fille illégitime du père de Sylvain, née d'une liaison avec une domestique. Elle avait été élevée dans l'ignorance de ses origines jusqu'à la mort de son père. Quand elle avait découvert la vérité, elle était venue travailler chez les Noël dans l'espoir d'être reconnue. Mais Sylvain, trop concentré sur sa douleur de père endeuillé, n'avait jamais prêté attention à ses allusions. Maintenant, voir cette usurpatrice, car c'est ainsi qu'elle considérait Maëlle, sur le point de récupérer son héritage, était au-delà du supportable. Elle redescendit vers les cuisines et commença à préparer le déjeuner. Son esprit échafaudant déjà un nouveau plan. Si elle ne pouvait pas détruire la famille Noël par la culpabilité, elle le ferait par la violence. Dans le bureau, Bruno continuait ses révélations. Il y a un autre élément troublant. Selon l'infirmière, le réseau n'agissait pas au hasard. Ils avèrent des complices qui identifiaient les cibles potentielles. Famille riche avec enfants uniques, situation familiale compliquée qui retarderait les recherches. Vous voulez dire qu'ils nous surveillaient avant l'enlèvement ? Sylvain sentit un frisson glacé parcourir son échine. C'est probable. La disparition de Maëlle était trop bien orchestrée pour être improvisée. Ils connaissaient vos habitudes, vos horaires, les moments où l'enfant serait vulnérable. Juliette, qui écoutait ce récit de son propre calvaire, sentit une colère froide monter en elle. Ces gens avaient détruit sa vie, volé son enfance, séparé une famille aimante pour de l'argent. Monsieur Langlois, cette infirmière, elle se souvient de détails sur mon cas particulier. Bruno consulta ses notes. Elle m'a parlé d'une petite fille qui résistait au traitement. Apparemment, vous aviez gardé des réflexes de votre ancienne vie. Vous chantiez une berceuse spécifique. Vous refusiez de manger certains aliments que vous n'aimiez pas avant. Sylvain sursauta. Quelle berceuse? Une chanson sur une poupée en robe bleue, d'après ses souvenirs. Le silence qui suivit fut chargé d'émotion. C'était exactement la mélodie que Sylvain chantait à Maëlle pour l'endormir, celle que Lison avait mentionnée dans ses rêves. Émilie Noël ferma son carnet de notes. « Messieurs, mademoiselle, nous avons suffisamment d'éléments pour justifier des tests ADN officiels. Si Juliette est effectivement Maëlle Noël, cette affaire prendra une dimension criminelle majeure. Combien de temps pour les résultats ? Demanda Sylvain. L'espoir et l'impatience se mêlant dans sa voix. 48 heures en procédure d'urgence. 48 heures. 2 jours pour confirmer ce que le cœur de Sylvain savait déjà, mais que son esprit rationnel refusait encore d'accepter complètement. 2 jours pendant lesquels Geneviève aurait tout le temps nécessaire pour mettre son plan final à exécution. Car si elle ne pouvait pas empêcher Maëlle de retrouver sa véritable identité, elle pouvait au moins s'assurer qu'elle ne vivrait pas assez longtemps pour en profiter. Marseille baignait sous un soleil de plomb quand Bruno Langlois arriva devant le foyer d'accueil Sainte-Marguerite. Ce bâtiment anonyme aux volets clos abritait des femmes en détresse. Fuyant des violences conjugales ou des réseaux criminels, c'est ici que Lucienne Picot s'était réfugiée après avoir décidé de briser le silence sur son passé. Bruno avait insisté pour faire ce voyage seul, Sylvain aurait voulu l'accompagner,
Mais sa présence risquait d'intimider la témoin. Juliette était restée à Lyon, sous la protection discrète d'Émilie Noël, attendant avec une angoisse grandissante les révélations qui allaient peut-être changer sa vie à jamais. L'infirmière l'attendait dans une petite salle de réunion austère, aux murs peints en beige délavé. Lucienne Picot était une femme de 60 ans, aux cheveux gris clairsemés. Au visage marqué par les années et les remords, ses mains tremblaient légèrement quand elle alluma sa cigarette, malgré l'interdiction de fumer dans le bâtiment. « Monsieur Langlois, je ne sais pas si j'ai bien fait d'accepter de vous voir, ces gens. Ils n'hésitent pas à tuer pour protéger leurs secrets. » Bruno s'assit en face d'elle. Adoptant l'attitude rassurante qu'il avait perfectionnée au cours de ses années d'enquête, « Madame Picot, vous êtes en sécurité ici, et votre témoignage pourrait permettre de réunir une famille détruite et de traduire des criminels en justice. » Lucienne tira une longue bouffée de sa cigarette, ses yeux perdus dans un passé qu'elle aurait préféré oublier. « Vous ne pouvez pas comprendre l'horreur de ce que nous faisions dans cette clinique. J'étais jeune, j'avais des dettes. Ils m'ont proposé beaucoup d'argent pour me taire et obéir. Je pensais que c'était juste, temporaire. Racontez-moi tout depuis le début, comment fonctionnait ce réseau. » Lucienne écrasa nerveusement sa cigarette et en alluma immédiatement une autre. La clinique Sainte-Claire, près de Valence, officiellement, nous étions spécialisés dans les troubles psychologiques infantiles. En réalité, nous étions un centre de transit pour des enfants enlevés. Sa voix se brisa légèrement. Ils arrivaient terrifiés, en pleurant, appelant leurs parents, et nous leur donnions des calmants, des drogues qui effaçaient leurs souvenirs. Le docteur Villeneuve, le directeur, disait que c'était pour leur bien, pour les aider à s'adapter à leur nouvelle vie. Bruno prenait des notes rapidement, captant chaque détail de ce témoignage crucial. Combien d'enfants sont passés par cette clinique? Trop, beaucoup trop. Lucienne ferma les yeux, comme pour chasser des images insoutenables. Entre 2010 et 2012, j'estime qu'une 50aine d'enfants ont été traités, là-bas, garçons et filles, entre 4 et 8 ans généralement. Et que leur arrivait-il ensuite? Ils étaient placés dans des familles qui croyaient adopter légalement. Ces familles payèrent des sommes énormes, parfois plus de 100 000 € par enfant. Tout le monde était gagnant, sauf les enfants et leur vraie famille. Bruno sortit une photo de Maëlle enfant et la posa devant Lucienne. La réaction fut immédiate et dévastatrice. Oh mon Dieu! Elle, je me souviens parfaitement d'elle. Les mains de Lucienne tremblaient si fort qu'elle eut du mal à tenir la photographie. Elle est arrivée en septembre 2011, une petite fille magnifique, avec des boucles châtaines et des yeux verts extraordinaires. Elle portait un pendentif en forme de cœur qu'elle refusait absolument de lâcher. Vous vous souvenez de son état quand elle est arrivée? Comment pourrais-je l'oublier? Elle était dans un état de choc total. Elle répétait sans cesse « Papa va venir me chercher, papa va venir me chercher », en serrant ce pendentif contre elle. Ça m'a brisé le cœur. Lucienne se leva et marcha vers la fenêtre, fixant la rue sans vraiment la voir. Le docteur Villeneuve a ordonné un traitement intensif. Amnésique puissant, thérapie de confusion mentale, reconditionnement psychologique, le processus habituel pour effacer l'ancienne identité. Combien de temps est-elle restée dans votre clinique? 6 semaines. 6 semaines d'enfer pour cette pauvre petite. Au début, elle résistait. Elle chantait une berceuse sur une poupée en robe bleue, une chanson qui devait la rassurer. Mais petit à petit, les drogues ont fait leur effet. Bruno sentit sa gorge se serrer. Imaginer une enfant de 5 ans subir de tels sévices était insoutenable. A-t-elle subi des modifications physiques? Oui, ses cheveux ont été teints en brun plus foncé, et elle a eu une petite intervention au niveau du bras gauche. Apparemment, elle avait une cicatrice d'une ancienne fracture qui était trop reconnaissable. Ils l'ont modifiée pour qu'elle ressemble à une blessure différente. Lucienne revint s'asseoir, épuisée par ses souvenirs traumatisants. Le pire, c'est qu'à la fin, elle ne se souvenait plus de rien. Elle était devenue docile, obéissante. Elle acceptait sa nouvelle identité sans résistance. C'était terrifiant de voir à quel point l'esprit d'un enfant peut être manipulé. Qui l'a récupérée? Vous vous souvenez de la famille d'adoption? Un couple de Lille, les Perrault, je crois. Ils semblaient sincères, aimants. Ils croyaient vraiment adopter une orpheline. Nous leur avions fourni un dossier complet, faux certificat de décès des parents, faux papiers d'identité, tout était parfaitement falsifié.
Bruno montra à Lucienne une photo récente de Juliette. « Reconnaissez-vous cette jeune femme ?» Lucienne étudia attentivement le cliché et ses yeux s'emplirent de larmes. « C'est elle. C'est la petite fille aux yeux verts. Elle a grandi. Mais je reconnaîtrais ce regard n'importe où, mon Dieu. Qu'est-ce qu'elle est devenue ?» Elle travaille comme gouvernante, ironiquement chez son vrai père qui la cherche depuis 13 ans. Ils ne se sont pas reconnus, jusqu'à récemment. Lucienne porta ses mains à sa bouche. Horrifiée par cette révélation, vous voulez dire qu'elle a vécu toutes ces années sans savoir qui elle était vraiment, séparée de sa vraie famille? Exactement. Et maintenant, nous essayons de reconstituer la vérité pour qu'elle puisse retrouver sa véritable identité. Lucienne se leva brusquement, arpentant la petite pièce avec agitation. Il faut que vous compreniez quelque chose, monsieur Langlois. Ce réseau n'était pas juste un groupe de criminels ordinaires. Ils avaient des complices partout. Dans la police, dans l'administration, même dans la justice. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais été inquiétés. Vous avez des noms, des preuves. J'ai gardé des documents, des listes d'enfants, des coordonnées de famille, des comptes bancaires. Tout est caché dans un coffre à Marseille. Je pensais m'en servir un jour pour négocier ma protection, si jamais ils me retrouvaient. Bruno sentit son cœur s'emballer. Ces documents pourraient non seulement confirmer l'identité de Juliette, mais aussi démanteler tout le réseau. Accepteriez-vous de nous remettre ces preuves? Lucienne hésita longuement, pesant les risques. Si cette petite fille peut retrouver sa famille, oui, je le ferai, mais à une condition. Laquelle? Je veux une protection policière, et je veux que le docteur Villeneuve et tous ses complices payent pour ce qu'ils ont fait. Cette petite fille n'était qu'une victime parmi tant d'autres. Bruno acquiesça solennellement. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que justice soit rendue. Lucienne se dirigea vers un petit secrétaire dans un coin de la pièce et en sortit une clé. Coffre numéro 247 à la Banque populaire de la Canebière. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin. Elle lui tendit la clé avec des gestes tremblants. Dites à cette jeune femme, dites-lui que je suis désolée. Désolée d'avoir participé à ce cauchemar. Désolée de n'avoir pas eu le courage de parler plus tôt. Bruno serra la clé dans sa main. Comprenant qu'il tenait là la pièce maîtresse qui allait permettre de résoudre l'énigme de la disparition de Maëlle Noël. « Madame Picot, votre courage d'aujourd'hui rachète les erreurs du passé. Grâce à vous, une famille va peut-être pouvoir se reconstituer. » Tandis que Bruno reprenait la route vers Lyon avec ses révélations explosives. Il ne pouvait pas savoir qu'à des centaines de kilomètres de là, Geneviève Pasquier mettait la dernière main à un plan diabolique qui menaçait de transformer cette victoire en tragédie absolue, car si Maëlle Noël devait retrouver sa véritable identité, Geneviève s'assurerait que ce soit pour l'emmener directement dans la tombe. La nuit était tombée sur Lyon, quand Bruno Langlois franchit les grilles de la propriété Noël. Il portait dans sa mallette les documents récupérés dans le coffre de Lucienne. Des preuves accablantes, qui confirmaient définitivement l'identité de Juliette et révélaient l'ampleur du réseau criminel qui l'avait détruite. Sylvain l'attendait dans son bureau, incapable de trouver le sommeil. Juliette était présente également, autorisée exceptionnellement à participer à cette réunion nocturne sous la supervision d'Émilie Noël. Tous avaient compris que cette soirée marquerait un tournant décisif dans cette affaire extraordinaire. « Les documents de Lucienne confirment tout », annonça Bruno en étalant les papiers sur le bureau. « Voici le dossier médical de Maëlle Noël à la clinique Sainte-Claire, avec photo à l'appui. » Sylvain se pencha sur les clichés, avec un mélange de rage et de douleur. On y voyait sa petite fille à différents stades de son traitement. D'abord terrifiée et résistante, puis progressivement brisée par les drogues et la manipulation psychologique. Ces monstres, sa voix était à peine audible. « Ils ont torturé mon enfant. » Juliette observait ces images d'elle-même avec une fascination horrifiée. Voir son propre calvaire documenté avec une précision clinique était surréaliste. « Et voici le plus important », continua Bruno en sortant un document officiel. Le certificat de transfert vers la famille Perrault avec la nouvelle identité falsifiée. Juliette Perrault, née le 15 avril 2005 à Lille, parent décédé dans un accident de voiture. Émilie Noël examina les papiers avec attention. Ces falsifications sont d'une qualité remarquable. Il a fallu des complicités au plus haut niveau de l'administration pour produire de tels documents. Lucienne nous a donné les noms, répliqua Bruno. Le réseau impliquait des fonctionnaires de l'état civil, des médecins, des responsables d'orphelinat, même des magistrats. L'enquête va faire des ravages dans plusieurs institutions. Pendant qu'il discutait de ces révélations,
Personne ne remarqua la silhouette qui se glissait discrètement dans le couloir. Geneviève s'était postée près de la porte entr'ouverte, écoutant chaque mot de cette conversation qui signait l'arrêt de mort de ses projets de vengeance. Son plan minutieusement orchestré s'effondrait. Non seulement Juliette n'allait pas être accusée de maltraitance, mais elle allait être reconnue comme l'héritière légitime de la fortune Noël. Cette perspective était insupportable pour la femme qui avait consacré sa vie entière à détruire cette famille. Geneviève serra les poings, sentant 13 années de haine et de frustration exploser dans sa poitrine. Il était temps de révéler ses véritables motivations, temps de montrer à ces gens aveugles qui elle était vraiment. Elle poussa la porte du bureau et entra sans frapper, provoquant la surprise générale. « Pardonnez-moi de vous interrompre », dit-elle d'une voix qui avait perdu toute trace de déférence. « Mais je pense qu'il y a certaines choses que vous devriez savoir avant de célébrer ces retrouvailles. » Sylvain fronça les sourcils, déstabilisé par ce changement radical dans l'attitude de sa gouvernante en chef. « Geneviève, que faites-vous ici ? Cette réunion est privée. » « Privée », elle eut un rire amer. « Monsieur Sylvain, rien dans cette maison ne devrait m'être privé. Car voyez-vous, j'y ai plus ma place que n'importe qui d'autre. » L'atmosphère de la pièce changea instantanément. Bruno posa instinctivement sa main sur son téléphone. « Prêt à appeler des renforts si nécessaire ? Que voulez-vous dire ?» demanda Émilie Noël, son instinct professionnel lui soufflant que la situation était en train de basculer. Geneviève se dirigea vers le portrait du patriarche Noël qui dominait la cheminée du bureau. Elle caressa le cadre doré avec une tendresse mêlée de rage. « Cet homme était mon père, Henri Noël, votre grand-père, Monsieur Sylvain, ce qui fait de moi votre demi-sœur. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Sylvain sentit le sol se dérober sous ses pieds pour la 2e fois en quelques jours. « C'est impossible. Votre père n'a jamais reconnu sa liaison avec ma mère. » Marguerite Pasquier, une simple domestique qui travaillait dans cette maison dans les années 1970, il l'a mise enceinte et l'a jetée dehors quand elle a refusé d'avorter. Geneviève sortit de sa poche plusieurs documents qu'elle avait gardés précieusement pendant des décennies. Voici les lettres d'amour qu'il lui écrivait. Voici les preuves de leur rendez-vous secret. Et voici le test ADN que j'ai fait réaliser clandestinement il y a 10 ans, prouvant ma filiation. Bruno examina rapidement les documents. Ils semblaient authentiques, et le test ADN était formel. « Pourquoi avoir gardé le silence si longtemps ?» demanda-t-il. « Parce que j'attendais le moment parfait pour révéler la vérité », explosa Geneviève, sa façade de domestique parfaite s'effritant définitivement. « J'ai passé 40 ans à regarder cette famille vivre dans le luxe, tandis que ma mère et moi croupissions dans la pauvreté. » Elle se tourna vers Sylvain, ses yeux brillants d'une haine froide. « Quand votre père est mort, j'ai essayé de vous approcher pour être reconnue, mais vous étiez trop occupé à pleurer votre Maël adoré pour prêter attention à moi. Alors j'ai décidé de venir travailler ici, d'attendre mon heure. » Juliette écoutait cette confession avec une horreur grandissante. « C'est vous qui m'avez fait accuser de maltraitance. » « Évidemment, » ricana Geneviève. « Dès le premier jour où vous avez mis les pieds dans cette maison, j'ai reconnu vos traits, les yeux verts des Noël, cette gestuelle noble, cette façon qu'avait Lison de s'attacher à vous instantanément. J'ai su immédiatement qui vous étiez. » Sylvain se leva brusquement, la rage l'envahissant. « Vous saviez que Maëlle était vivante et vous n'avez rien dit. Vous m'avez laissé souffrir pendant des mois, en sachant que ma fille était sous mon propre toit. Votre souffrance était ma plus belle victoire. » cracha Geneviève. Voir l'homme qui avait ruiné la vie de ma mère s'effondrer de douleur, c'était délicieux. Elle se tourna vers Juliette avec une méchanceté pure. « Et vous, petite princesse, vous croyez vraiment que vous allez pouvoir reprendre votre place dans cette famille comme si de rien n'était, après ce que j'ai fait subir à Lison pour vous incriminer ?» Le sang de Juliette se glaça. « Qu'avez-vous fait à Lison ? Les hématomes, les cauchemars, les objets cassés, tout était mon œuvre. Cette pauvre petite ne comprenait pas pourquoi sa gentille Geneviève lui faisait mal la nuit en lui susurrant que c'était la faute de sa Jus bien-aimée. » Émilie Noël se leva précipitamment. « Vous avouez avoir agressé physiquement et psychologiquement une enfant de 6 ans. J'avoue avoir utilisé tous les moyens nécessaires pour détruire cette famille maudite, » hurla Geneviève, perdant complètement son sang-froid. « Mais mon plan a échoué grâce à ce maudit pendentif. Alors maintenant, je vais terminer le travail autrement. » Elle sortit de sa poche un petit flacon de verre contenant un liquide incolore. Du poison, assez pour tuer 2 personnes, assez pour Sylvain et sa chère Maëlle retrouvée,
Bruno bondit vers elle. Mais Geneviève était déjà près de la porte. « N'approchez pas, ou je brise ce flacon et nous mourrons tous empoisonnés par les vapeurs. »« Geneviève, arrêtez cette folie, » supplia Sylvain. « Si vous voulez votre part d'héritage, nous pouvons en discuter. Vous êtes ma sœur, vous avez des droits. Il est trop tard pour les regrets. » Elle eut un rire dément. « Vous croyez vraiment que je veux de votre argent maintenant? Ce que je veux, c'est vous voir souffrir comme vous nous avez fait souffrir. » Soudain, une petite voix résonna dans le couloir. « Geneviève, qu'est-ce qui se passe ?» Lison apparut dans l'embrasure de la porte, réveillée par les éclats de voix. En voyant l'enfant, le visage de Geneviève se transforma. Une lueur particulièrement dangereuse s'alluma dans ses yeux. « Parfait, » murmura-t-elle. La petite princesse arrive juste à temps pour assister au spectacle final. Elle s'approcha de Lison avec le flacon de poison, et tous comprirent que la situation venait de basculer dans l'horreur absolue. Car Geneviève Pasquier, fille non reconnue et gouvernante vengeresse, était prête à tout pour que la famille Noël paie enfin le prix de son rejet, même si cela signifiait sacrifier une enfant innocente sur l'autel de sa haine, pendant que la situation dégénérait dans le bureau de Sylvain, à 300 km de là. Bruno Langlois avait pris la décision de poursuivre ses investigations. Grâce aux documents de Lucienne, il avait réussi à localiser Audrey Moreau, la mère biologique de Juliette, celle qui avait vendu sa fille au réseau criminel 13 ans plus tôt. Les rues de Marseille étaient sombres et humides en cette fin de soirée. Bruno avait quitté Lyon précipitamment après avoir reçu un appel de ses contacts locaux. Audrey avait été repérée dans le quartier de la Belle de Mai. Errant près des centres de distribution de méthadone, la trouver n'avait pas été difficile. Les années de drogue avaient transformé celle qui avait été autrefois une jeune femme prometteuse en un fantôme décharné. Au regard vide et aux gestes saccadés, à 42 ans, Audrey Moreau en paraissait 60. Bruno l'aborda avec précaution près d'un café miteux, où elle tentait de mendier quelques euros. « Madame Moreau, je suis Bruno Langlois, détective privé. J'aimerais vous parler de votre fille Maëlle. » Le nom fit l'effet d'une décharge électrique. Audrey se redressa brusquement, ses yeux injectés de sang scrutant le visage de Bruno avec une terreur panique. « Je ne vois pas de qui vous parlez. Je n'ai pas de fille. Madame Moreau, j'ai des preuves. Je sais ce qui s'est passé en 2011. Je sais que vous avez vendu Maëlle à un réseau de trafiquants d'enfants. » Audrey recula contre le mur. Tremblant de tous ses membres, « Vous ne comprenez pas. Ils m'auraient tuée si je n'avais pas payé mes dettes. Et Maëlle, ils ont dit qu'elle aurait une meilleure vie, une vraie famille. » Sa voix se brisa dans un sanglot déchirant. Bruno l'entraîna vers un banc public isolé, comprenant qu'il fallait la mettre en confiance pour obtenir la vérité complète. « Audrey, votre fille est vivante. Elle a survécu, mais elle a besoin de connaître la vérité sur son passé pour pouvoir guérir. » Les yeux d'Audrey s'emplirent de larmes. Les premières vraies émotions qu'elle semblait ressentir depuis des années. Vivante. Ma petite Maëlle est vivante. Oui, et elle porte toujours le pendentif que vous lui avez donné. À ces mots, Audrey s'effondra complètement. 13 années de culpabilité, de drogue et d'autodestruction explosèrent en une crise de larmes incontrôlables. Le petit cœur doré, c'était tout ce que j'avais de précieux. Le seul cadeau que sa grand-mère lui avait fait avant de mourir. Bruno sortit discrètement son enregistreur, comprenant que cette confession était cruciale pour reconstituer l'histoire complète. « Racontez-moi tout, Audrey, depuis le début. » Elle s'essuya les yeux avec ses mains sales, tentant de rassembler ses souvenirs fragmentés par les années de toxicomanie. « J'étais jeune, stupide. Je suis tombée amoureuse de Sylvain Noël quand j'avais 18 ans. Il était marié, mais il disait qu'il allait divorcer pour moi. Sa voix était amère, chargée de regrets. Quand je suis tombée enceinte, il a paniqué. Il m'a donné de l'argent pour disparaître, pour élever l'enfant loin de Lyon. J'ai accepté parce que j'étais naïve et que je l'aimais encore. » Bruno fronça les sourcils. Cette version ne correspondait pas à ce qu'il savait de l'histoire de Maëlle. « Attendez, vous dites que Sylvain Noël est le père biologique de Maëlle ? » ?»« Bien sûr. Qui d'autre ?» Audrey le regarda avec confusion. « Maëlle est sa fille, sa vraie fille, pas celle de sa femme légitime. » Cette révélation bouleversa Bruno. Si Audrey disait la vérité, cela signifiait que Maëlle n'avait pas été enlevée à Sylvain. Elle avait été vendue par sa propre mère, qui était sa maîtresse secrète. Pourquoi Sylvain ne reconnaît-il pas cette version des faits ? Audrey eut un rire amer. Parce qu'il ne sait pas que Maëlle est sa fille.
Quand j'ai découvert qu'il m'avait menti sur ses intentions de divorcer, j'ai disparu sans lui dire que j'étais enceinte. Il a cru que j'avais juste accepté l'argent et que je m'étais volatilisée. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans l'esprit de Bruno, mais elles formaient une image encore plus complexe que prévu. Alors comment Maëlle s'est-elle retrouvée chez lui en tant que fille adoptée de sa seconde épouse? C'est là que l'histoire devient vraiment tordue, murmura Audrey, allumant une cigarette avec des gestes tremblants. Quand Maëlle avait 4 ans, j'ai commencé à me droguer, les dettes se sont accumulées, les dealers sont devenus menaçants. Elle tira une longue bouffée, ses yeux perdus dans des souvenirs douloureux. En 2010, j'ai rencontré Nathalie Dubois dans un centre de désintoxication. Elle était là pour des problèmes d'alcool après plusieurs fausses couches. Nous sommes devenus amis. Bruno sentit son cœur s'emballer. Nathalie Dubois était le nom de jeune fille de la seconde épouse de Sylvain. Nathalie était désespérée d'avoir un enfant. Quand elle m'a raconté qu'elle venait d'épouser un veuf riche de Lyon, j'ai commencé à échafauder un plan horrible. Audrey écrasa violemment sa cigarette. J'ai proposé à Nathalie d'adopter Maëlle officieusement. Je lui ai dit que l'enfant était orpheline, que ses parents étaient morts dans un accident. Nathalie a accepté avec joie, pensant offrir un foyer aimant à une orpheline. Mais pourquoi Maëlle a-t-elle été enlevée si l'adoption était consensuelle? Parce que j'ai paniqué au dernier moment, explosa Audrey. Quand j'ai vu Maëlle si heureuse dans sa nouvelle famille, quand j'ai vu à quel point Sylvain l'aimait sans savoir que c'était sa vraie fille, j'ai voulu tout annuler. Elle se remit à pleurer, ses sanglots résonnant dans la rue déserte. Mais mes créanciers n'étaient pas d'accord. Ils avaient déjà été payés par Nathalie. Et ils voulaient que le marché soit honoré. Alors, ils ont envoyé leurs hommes pour récupérer la marchandise. Bruno comprenait maintenant l'ampleur de la tragédie. Sylvain avait passé 13 ans à chercher sa fille adoptée, sans savoir qu'elle était en réalité sa fille biologique, vendue par une mère toxicomane qui l'avait abandonnée des années plus tôt. Le réseau de trafiquants, ils étaient au courant de ses liens familiaux, ils s'en fichaient. Pour eux, Maëlle était juste une marchandise de luxe, jolie, intelligente, issue d'un milieu aisé. Le fait qu'elle retourne finalement chez son vrai père était juste une ironie du sort. Audrey sortit de sa poche un petit portefeuille usé et en extirpa une photo jaunie, montrant une fillette aux boucles châtaines, portant le fameux pendentif doré. J'ai gardé ça pendant toutes ces années. C'est la seule photo que j'ai de ma fille. Bruno observa le cliché avec émotion. On y voyait Maëlle vers l'âge de 3 ans, souriant innocemment à l'objectif, ignorant le destin tragique qui l'attendait. Audrey, accepteriez-vous de témoigner officiellement? Votre fille a besoin de connaître la vérité pour pouvoir se reconstruire. Elle hocha la tête, semblant retrouver un fragment de sa dignité perdue. Si ça peut aider Maëlle, oui, je témoignerai. Mais je veux aussi qu'elle sache que je regrette, que pas un jour ne s'est écoulé sans que je pense à elle. Sans que je me haïsse pour ce que j'ai fait, Bruno l'aida à se lever, comprenant qu'il tenait enfin la pièce manquante du puzzle. Il y a une chose que je ne comprends pas, le pendentif. Pourquoi les trafiquants ont-ils permis à Maëlle de le garder? Audrey eut un sourire triste. J'avais négocié ça avec eux. Je leur ai dit que c'était sa porte de sortie, un objet qui l'aiderait à s'adapter à sa nouvelle vie. En réalité, j'espérais secrètement qu'un jour, ce pendentif permettrait à quelqu'un de reconstituer la vérité. Tandis qu'il se dirigeait vers la voiture de Bruno pour rentrer à Lyon, Audrey s'arrêta soudain. « Monsieur Langlois, Sylvain, est-ce qu'il va pouvoir me pardonner? Est-ce qu'il va comprendre que j'étais jeune, perdue, manipulée ?» Bruno posa une main réconfortante sur son épaule. « Sylvain Noël est un père qui a passé 13 ans à chercher sa fille. Je pense qu'il comprendra que vous étiez vous-même une victime de cette histoire. » Mais en réalité, Bruno ne savait pas comment Sylvain réagirait en apprenant que la femme qu'il avait aimée et abandonnée était la mère de l'enfant qu'il avait élevé comme sa fille adoptive. Cette révélation risquait de bouleverser encore plus profondément une famille déjà traumatisée, et il ignorait complètement que pendant qu'il roulait vers Lyon avec Audrey endormie sur le siège passager, Geneviève était en train de mettre à exécution son plan le plus diabolique dans la mansion Noël. La tension dans le bureau de Sylvain était à son paroxysme. Geneviève tenait toujours le flacon de poison, ses yeux brillants d'une folie meurtrière, tandis qu'elle s'approchait lentement de Lison. L'enfant, encore ensommeillé, ne comprenait pas pourquoi l'atmosphère était si lourde, pourquoi tous les adultes la regardaient avec terreur. « Geneviève, non !» supplia Juliette.
Lison n'a rien à voir avec vos griefs contre cette famille. Au contraire, répliqua la gouvernante avec un sourire glacial. Cette petite représente l'avenir de la lignée Noël. En l'éliminant, je m'assure que cette famille maudite n'aura plus de descendance. Sylvain fit un pas vers elle, les mains levées en signe d'apaisement. Geneviève, écoutez-moi. Si c'est la reconnaissance que vous voulez, vous l'aurez. Je vous reconnaîtrai officiellement comme ma sœur. Vous aurez votre part d'héritage. Il est trop tard pour les négociations, hurla-t-elle. Vous croyez que 40 ans d'humiliation peuvent se racheter avec de l'argent. Émilie Noël, qui avait discrètement activé l'alerte d'urgence sur son téléphone, tentait de gagner du temps. Madame Pasquier, pensez aux conséquences. Vous êtes sur le point de commettre un meurtre sur une enfant innocente. Même votre colère ne peut justifier cela. Geneviève se tourna vers elle avec mépris. L'innocence. Cette famille ne connaît pas ce mot. Ils ont détruit ma mère, ignoré mon existence. Et maintenant, ils accueillent à bras ouverts cette petite princesse retrouvée. Elle agrippa soudainement le bras de Lison, qui poussa un cri de frayeur. Le flacon de poison oscillait dangereusement près du visage de l'enfant. « Lâchez-la !» Juliette bondit sans réfléchir, son instinct protecteur prenant le dessus sur toute prudence. « Juliette, non !» cria Sylvain. Mais il était trop tard. Le choc fut violent. Juliette percuta Geneviève de plein fouet, et toutes deux roulèrent au sol dans un enchevêtrement de membres. Le flacon de poison vola dans les airs, se brisant contre le mur en libérant des vapeurs toxiques. Lison, libérée de l'étreinte de Geneviève, courut se réfugier dans les bras de son père en pleurant. « Papa, j'ai eu peur. Pourquoi Geneviève voulait me faire du mal ?» Sylvain serra sa fille contre lui. Ses yeux fixés sur la lutte désespérée qui se déroulait sur le sol de marbre. Geneviève, dans sa rage, avait sorti un couteau de cuisine qu'elle tenait dissimulé dans sa robe. « Si je ne peux pas vous empoisonner, je vous saignerai », cracha-t-elle en tentant de frapper Juliette. Mais quelque chose d'extraordinaire se produisit à cet instant précis. Tandis qu'elle luttait pour sa vie et celle de Lison, les dernières barrières dans l'esprit de Juliette s'effondrèrent brutalement. 13 années de souvenirs réprimés déferlèrent, comme un raz-de-marée. Elle revit sa vraie chambre d'enfant aux murs roses, se souvint des berceuses que Sylvain lui chantait, retrouva le goût des gâteaux que préparait la vraie cuisinière de la mansion. Mais surtout, elle se rappela l'amour inconditionnel de cet homme qu'elle appelait « papa » et qui avait été son héros. « Papa !» hurla-t-elle en esquivant la lame. « Papa, aide-moi !» Ce cri déchira le cœur de Sylvain. C'était la voix de sa petite Maëlle, celle qu'il avait cherchée pendant 13 interminables années. Sans hésiter, il confia Lison à Émilie et se jeta dans la mêlée. Geneviève, voyant Sylvain approcher, dirigea sa lame vers lui. « Tu veux sauver ta précieuse fille, alors meurs avec elle. » Elle frappa de toutes ses forces. Mais Juliette s'interposa courageusement. La lame s'enfonça dans son épaule, provoquant un jaillissement de sang qui éclaboussait le sol de marbre. « Maëlle !» Le cri de Sylvain résonna dans toute la mansion, ignorant sa blessure. Juliette réussit à immobiliser le bras armé de Geneviève. Ses souvenirs retrouvés lui donnaient une force nouvelle, celle de l'amour filial qui transcende le temps et la souffrance. « Je me souviens maintenant », haleta-t-elle tandis qu'elle luttait. « Je me souviens de tout. Vous ne détruirez pas cette famille. » Geneviève, réalisant que son plan avait définitivement échoué, eut un moment de flottement. C'est à cet instant que Sylvain réussit à lui arracher le couteau et à la maîtriser. « C'est fini, Geneviève. Tout est fini. » La gouvernante s'effondra, vidée de sa rage meurtrière. 40 années de haine venaient de s'épuiser en quelques minutes de violence pure. « Vous ne comprenez pas ?» sanglotait-elle. « J'ai tout donné à cette famille, tout. Et en échange, j'ai eu quoi? Du mépris? De l'indifférence ?» Dehors, Raymond, alerté par le bruit, arriva en courant avec sa trousse médicale. Il découvrit une scène de désolation. Juliette ensanglantée dans les bras de Sylvain, Lison traumatisée, Geneviève effondrée sur le sol. « Mon Dieu, que s'est-il passé? Geneviève a essayé de nous tuer, » expliqua brièvement Émilie. « Elle vient d'avouer être la responsable des sévices sur Lison et de la tentative d'incrimination de Juliette. » Le médecin se précipita vers Juliette pour examiner sa blessure. La lame a touché l'épaule, mais elle a évité les organes vitaux. Il faut suturer rapidement pour éviter l'hémorragie. Tandis qu'il s'occupait de panser la plaie, Juliette regardait Sylvain avec des yeux où brillait enfin la reconnaissance. « Papa,
c'est vraiment toi. Je me souviens de tout maintenant. La chanson de la poupée en robe bleue, les promenades dans le jardin, les histoires que tu me racontais le soir. » Sylvain pleurait sans retenue, caressant tendrement le visage de sa fille retrouvée. « Ma petite étoile, ma Maëlle chérie, tu es revenue vers moi. » Lison, fascinée par cette scène de retrouvailles, s'approcha timidement. « Jus, c'est vraiment ma grande sœur. » Juliette tendit son bras valide vers la fillette, l'attirant contre elle. « Oui, ma chérie, je suis ta grande sœur Maëlle, et je te promets que plus jamais personne ne te fera de mal. » La police arriva enfin, alertée par l'appel d'urgence d'Émilie. Ils trouvèrent Geneviève prostrée, avouant ses crimes avec une étrange sérénité, comme soulagée de pouvoir enfin cracher sa vérité. « Je regrette d'avoir fait du mal à Lison, » murmura-t-elle au policier qui l'emmenait. Cet enfant ne méritait pas de payer pour les fautes de sa famille, mais avant de franchir le seuil, elle se tourna une dernière fois vers Sylvain. « Vous ne m'avez jamais regardé, jamais vu. J'étais invisible dans cette maison où j'avais pourtant ma place. Cette douleur-là, vous ne la comprendrez jamais. » D'heure. Raymond, après avoir terminé les soins de Juliette, s'approcha de Sylvain avec une expression troublée. « Monsieur Noël, je dois vous avouer quelque chose, Geneviève. Elle m'avait fait chanter pour que je falsifie mes rapports médicaux concernant Lison. Elle possédait des informations compromettantes sur des erreurs que j'avais commises dans le passé. » Il baissa la tête. Rongé par la culpabilité, je savais que ces blessures n'étaient pas accidentelles, mais j'avais peur qu'elles révèlent mes fautes professionnelles. Je suis indigne de votre confiance. Sylvain, épuisé par ces révélations en cascade, posa une main apaisante sur l'épaule du médecin. « Raymond, nous avons tous été manipulés par Geneviève. L'important maintenant, c'est que la vérité éclate et que ma famille puisse enfin guérir. » Tandis que l'aube se levait sur Lyon, la mansion Noël retrouvait peu à peu son calme. Juliette, le bras en écharpe, mais le cœur léger, regardait le jardin par la fenêtre du salon. Ses souvenirs d'enfance affluaient maintenant sans douleur. Reconstituting 13 années perdues, Sylvain la rejoignit, tenant Lison endormie dans ses bras. « Tu sais, pendant toutes ces années, j'ai gardé ta chambre exactement comme tu l'avais laissée, tes jouets, tes livres, même ta poupée Célestine. Tout à temps. » Maëlle sourit, sentant enfin son cœur se réchauffer après tant d'années dans le froid de l'amnésie. « J'aimerais la voir, cette chambre. J'aimerais me souvenir de qui j'étais vraiment. » Mais cette nuit de violence et de révélation n'était pas encore terminée, car Bruno Langlois approchait de Lyon avec Audrey Moreau, porteur d'une vérité qui allait encore bouleverser cette famille en voie de reconstruction, une vérité sur les véritables liens qui unissaient Maëlle à Sylvain, une vérité qui transformerait cette histoire d'adoption en roman familial bien plus complexe que tout ce qu'ils avaient imaginé. L'aube dorée se levait sur Lyon quand Bruno Langlois franchit les grilles de la propriété Noël à ses côtés. Audrey Moreau serrait nerveusement un petit sac plastique contenant les dernières photos qu'elle possédait de Maëlle enfant. Le voyage depuis Marseille avait été silencieux, chacun perdu dans ses pensées face aux retrouvailles qui les attendaient. Dans la mansion, Maëlle, car elle avait définitivement retrouvé son véritable prénom, contemplait sa chambre d'enfant que Sylvain avait religieusement préservée. Chaque objet ravivait des souvenirs. La poupée Célestine aux cheveux blonds, les livres d'images aux pages cornées, le mobile musical qui tintait doucement dans la brise matinale. « Papa, comment as-tu fait pour supporter cette chambre vide pendant 13 ans ?» Sylvain, qui la regardait redécouvrir son univers d'autrefois, caressa tendrement ses cheveux. « Cette chambre n'était pas vide, ma chérie. Elle était pleine de ton souvenir, de mon espoir. Chaque soir, je venais m'asseoir sur ton lit et je t'imaginais en train de dormir. » Lison, qui avait passé la nuit blottie contre son père, observait sa grande sœur retrouvée avec un mélange de fascination et de bonheur. « Maëlle, tu vas rester avec nous pour toujours maintenant. Pour toujours, ma petite princesse, plus jamais nous ne serons séparés. » Le carillon de l'entrée interrompit ce moment d'intimité familiale. Sylvain fronça les sourcils, qui pouvaient bien venir si tôt après la nuit dramatique qu'ils venaient de vivre. « Monsieur Noël ?» annonça la nouvelle gouvernante temporaire. « Langlois demande à vous voir. Il n'est pas seul. » Bruno pénétra dans le salon, accompagné d'une femme que personne ne reconnut immédiatement. Audrey avait vieilli prématurément, et ses traits étaient déformés par les années de toxicomanie. Mais quand son regard croisa celui de Maëlle,
quelque chose de profond et d'indéfinissable passa entre elles. « Maëlle » chuchota Audrey, ses mains tremblant violemment. « Ma petite fille » Maëlle sentit son cœur s'emballer. Cette femme lui était totalement inconnue, et pourtant, une étrange familiarité émanait d'elle. « Qui êtes-vous » Bruno s'éclaircit la gorge, comprenant que les présentations allaient être délicates. « Maëlle, Sylvain, je vous présente Audrey Moreau. Elle a des révélations importantes à vous faire sur les circonstances de la disparition de Maëlle. » Sylvain se raidit instinctivement, après les aveux de Geneviève. Il redoutait d'autres bouleversements. « Que voulez-vous nous dire, madame ?» Audrey s'approcha lentement, sortant de son sac les photos jaunies qu'elle avait conservées. « Sylvain, tu ne me reconnais pas, Audrey Moreau. Nous nous sommes connus il y a 19 ans. » Le visage de Sylvain se décomposa progressivement. Malgré les ravages du temps et de la drogue, il reconnaissait maintenant les traits de la jeune femme qu'il avait aimée dans sa jeunesse. « Audrey, mais que fais-tu ici? Quel rapport avec Maëlle ?» La réponse d'Audrey tomba comme un coup près. « Sylvain, Maëlle est ta fille, ta vraie fille, pas ta fille adoptive, ta fille biologique. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Maëlle sentit ses jambes se dérober, tandis que Sylvain blêmissait à vue d'œil. « C'est impossible. Nathalie m'avait dit qu'elle l'avait adoptée officiellement. Nathalie ne savait pas la vérité, » expliqua Audrey en s'effondrant dans un fauteuil. « Quand je suis tombée enceinte de toi en 2004, tu venais de te remarier. Je n'ai jamais osé te dire que Maëlle était de toi. » Bruno observait cette scène de révélation avec une émotion palpable. L'affaire prenait une dimension encore plus tragique. « Audrey, expliquez-nous exactement ce qui s'est passé. » Après ta rupture avec moi, j'ai élevé Maëlle seule pendant 4 ans, mais la drogue a commencé à détruire ma vie. Les dettes se sont accumulées, les menaces aussi. Elle tendit à Maëlle une photo la montrant dans les bras d'une Audrey plus jeune et souriante. En 2010, j'ai rencontré Nathalie dans un centre de désintoxication. Elle était désespérée d'avoir un enfant après plusieurs fausses couches. Quand j'ai appris qu'elle était mariée à Sylvain Noël, j'ai pensé que le destin nous offrait une chance. Maëlle fixait la photographie, bouleversée de découvrir cette mère qu'elle n'avait jamais connue. « Vous m'avez vendue à votre propre père. »« Non », protesta Audrey avec véhémence. « J'ai voulu te donner la famille aimante que je ne pouvais plus t'offrir. » Nathalie et Sylvain croyaient adopter une orpheline. Personne ne savait que tu retournais en réalité chez ton vrai père. Sylvain s'assit lourdement, tentant d'assimiler cette révélation stupéfiante. « Tu veux dire que j'ai passé 13 ans à chercher ma fille adoptive, alors qu'elle était ma fille biologique depuis le début. L'ironie du sort la plus cruelle qui soit, » murmura Bruno. Le réseau criminel a séparé une famille pour finalement la reconstituer, sans que personne ne connaisse les véritables liens de parenté. Maëlle s'approcha lentement d'Audrey, scrutant ce visage marqué par la souffrance. « Pourquoi m'avoir laissé garder le pendentif? Parce que c'était le cadeau de ton père pour tes 5 ans, même si tu ne devais plus jamais le revoir. Je voulais que tu gardes quelque chose de lui. » Audrey fondit en larmes, 13 années de culpabilité s'effondrant d'un coup. « Je sais que je ne mérite pas ton pardon, Maëlle. J'ai détruit ta vie, séparé ta famille, causé des souffrances inouïes. Mais je veux que tu saches que chaque jour sans toi a été un enfer. » Maëlle regarda tour à tour Audrey et Sylvain, tentant de reconstituer les liens complexes de cette famille éclatée. « Papa, je veux dire, Sylvain, qu'est-ce que tu ressens en apprenant qu'Audrey est ma vraie mère ?» Sylvain se leva et s'approcha d'Audrey avec une émotion indescriptible. « Ce que je ressens, du soulagement, car cela signifie que ma fille n'a pas été enlevée à des étrangers. Elle a été confiée par sa mère à celui qu'elle aimait le plus au monde, même si cette mère ne savait pas qu'il était aussi le père. » Il tendit la main à Audrey, qui la serra en sanglotant. « Audrey, nous avons tous fait des erreurs. Moi en t'abandonnant quand tu étais enceinte, toi en ne me disant pas la vérité. Mais regardez le résultat. Notre fille est de retour, et elle est magnifique. » Lison, qui avait suivi cette conversation avec attention malgré son jeune âge, s'approcha d'Audrey avec curiosité. « Ça veut dire que vous êtes la maman de ma sœur. »« Oui, ma chérie. Et cela fait de toi ma belle-fille. » En quelque sorte, Maëlle, submergée par l'émotion, prit Audrey dans ses bras pour la première fois depuis 13 ans. « Maman, je ne me souviens pas de toi, mais mon cœur reconnaît quelque chose. Nous avons perdu tant d'années. Nous avons toute la vie pour les rattraper, ma chérie, si tu veux bien de moi. » Bien sûr, Sylvain les rejoignit,
formant avec Lison un cercle familial improbable mais authentique. Il nous faut maintenant construire une nouvelle famille, une famille de vérité, fondée sur l'amour et le pardon. 6 mois plus tard, la Fondation Maëlle Noël ouvrait ses portes à Lyon, créée pour aider les familles séparées par le trafic d'êtres humains. Elle était financée par la fortune familiale et dirigée conjointement par Sylvain et sa fille, Audrey, sortie de cure de désintoxication, travaillait comme conseillère auprès des mères en détresse. Sa propre expérience lui permettait d'aider d'autres femmes à éviter les pièges qui l'avaient détruite. Geneviève purgeait une peine de prison pour tentative de meurtre et maltraitance sur mineurs. Mais étonnamment, elle avait accepté de témoigner contre le réseau de trafiquants, permettant l'arrestation de plusieurs complices. Dans le grand salon de la mansion Noël, Maëlle berçait doucement Lison en lui chantant la berceuse de la poupée en robe bleue. Cette mélodie, qui avait traversé l'amnésie et les traumatismes, symbolisait désormais la force de l'amour familial. « Tu sais, Lison, cette chanson m'a sauvé la vie. Elle a gardé vivant en moi le souvenir de notre famille, même quand tout le reste avait disparu. » Sylvain les observait depuis le seuil. Le cœur gonflé de gratitude, sa famille était enfin reconstituée, plus forte que jamais après avoir survécu aux pires épreuves. Le pendentif doré brillait toujours au cou de Maëlle, mais il n'était plus le symbole d'un passé perdu. Il était devenu la promesse d'un avenir où l'amour véritable triomphe toujours de la haine et du mensonge. Car certains liens sont si profonds qu'aucune drogue, aucune manipulation, aucune séparation ne peut les briser définitivement. Le cœur se souvient toujours de ceux qu'il a vraiment aimés,